Écoute, sans plus tarder, Tony, je t'invite à nous présenter notre première intervenante aujourd'hui, Hélène Sarah. Hélène Sarah, j'ai déjà présenté beaucoup, alors je vais tout de suite l'introduire, puis on va parler du travail-famille. Tout d'abord, est-ce que c'est possible comme un entrepreneur d'avoir un équilibre entre le travail et la famille? Parce que ma femme croit que c'est impossible. Ben, en fait, c'est possible si tu te forces à respecter ton équilibre. Tu sais, moi, je suis une jeune maman, on va dire ça comme ça. J'ai une puce qui a 1 an et demi, puis pour moi, c'était juste, je veux le beurre puis l'argent du beurre dans la vie. Je veux à la fois être avec ma fille, puis je veux à la fois avoir une business qui a du succès. Fait qu'il a juste fallu que je fabrique le fait que ça fonctionne. Puis, c'est quoi tes secrets pour que ça fonctionne? Parce que moi, j'ai pas encore trouvé la recette magique. Je te dirais que le côté familial a écopé un petit peu dans les dernières années. Alors, j'aimerais ça connaître tes secrets pour arriver à cet équilibre-là. Absolument. En fait, juste pour mettre en contexte, moi, j'ai un background notamment en gestion des opérations aussi. Puis, pour moi, le concept de ressources et matières premières est extrêmement important. Puis souvent, en tant qu'entrepreneur, je dirais même plus en entrepreneur de service, on considère que notre temps, ben, étant donné qu'il n'y a pas d'argent nécessairement qui sort de notre compte en banque, bon, oui, si on est notre propre salarié, mais généralement, il n'y a pas de transaction monétaire qui est affiliée. On va considérer notre temps comme une ressource qui est plus ou moins inépuisable. Puis à toutes les fois qu'on a un projet à faire, au lieu de chercher à optimiser notre argent versus notre temps, on fait juste le faire parce que c'est la solution qui nous semble la plus naturelle, parce que j'ai le temps, tu sais. Sauf qu'en réalité, notre temps est une matière première. On est la matière première de notre entreprise. Puis si on veut arriver à un équilibre travail-famille, donc pour moi, ma définition personnelle de mon équilibre, c'est de travailler autour de 20 heures semaine sur mon entreprise. Puis ça inclut tout. Ça inclut ce qu'on fait en ce moment, du réseautage, présentation, ça inclut le travail facturable que je fais, ça inclut mes tâches administratives. Ce qui fait que quand j'ai choisi de restreindre mon temps à 20 heures semaine, j'ai réalisé, je peux pas dire oui à tous les projets. Puis je suis quelqu'un d'ambitieux, hein? Fait que des projets, j'en ai, en veux-tu, en v'là, puis dire non à des clients ou à des projets de partenariat, j'ai énormément de misère avec ça. Je veux tout faire, tu sais. Puis en plus, je suis passionnée sur ma business. Fait que j'ai envie de travailler jour et nuit dessus. Sauf que là, quand je travaille jour et nuit dessus, puis que je vois ma petite qui est en train de me regarder à travers la porte vitrine de mon bureau, oublie ça, mon cerveau, il part en vrille, puis j'ai juste envie d'aller jouer avec par terre, tu sais. Fait qu'en fait, le secret, c'est de considérer son temps comme une ressource qui est aussi importante que son argent et de le budgéter. Fait qu'en sachant que mon temps est restreint, en sachant, par exemple, que pour moi, personnellement, ça correspond à 20 heures semaine et que, par exemple, je veux m'allouer de 2 à 4 semaines de vacances par année, c'est la banque d'heures que je dois gérer. Puis c'est peut-être plus facile si on fait l'analogie avec, tu sais, si tu es un employé ou un sous-traitant, ben il faut que tu make it work. Hein? Tu as une quantité restreinte de son temps. Tu ne veux pas le brûler ni le tuer, là. Fait qu'il faut que tu gères avec ça. Fait que pour moi, ça a vraiment été la base du secret pour être capable de maintenir un équilibre travail-famille. Puis, comment tu es arrivé à établir cette 20 heures-là de travail dans une semaine? Puis, dans cette 20 heures-là, tu as mentionné plusieurs aspects, facturation, marketing. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, tes TikTok, tu fais des vidéos comme vraiment cool sur TikTok, mais ça ne prend pas 5 minutes à faire, c'est du temps de recherche, etc. Mais comment tu fais pour calculer ton temps facturable versus ton temps d'administration dans cette 20 heures-là? Puis, comment tu fais pour le tracker aussi? Alors, c'est une grosse question, mais Oui, c'est une grosse question. Écoute, si je réponds pas à tout, ramène-moi sur le droit chemin. Donc, la première des choses, mon 20 heures semaine, c'est vraiment parce que ça correspond à moi, la quantité de temps dans laquelle c'est la plus optimale. Dépasser ça, souvent, je vais virer malheureuse ou moins productive, puis moins que ça, ben, j'arrive juste à pas tout accomplir. Fait que pour moi, autour de 20, c'est la quantité de temps qui, en tant que personne, me correspond. Ensuite de ça, au niveau de l'allocation de mon temps, donc j'ai 4 différentes catégories. J'ai la première catégorie qui s'appelle temps de production. Je rentre là-dedans les heures facturables, mais tu sais, par exemple, pour quelqu'un qui fait de la formation en ligne, ben tu sais, le temps de fabriquer la formation, par exemple, pour moi, c'est aussi du temps de production. Ce temps-là, c'est 50% de mon temps qui doit y être alloué. Ensuite de ça, il y a les tâches administratives. Donc, on parle de comptabilité, tenue de livre, répondre à des courriels qui ne sont pas reliés à des clients, etc. Pour moi, ça doit être 10% de mon temps.
Ensuite de ça, il y a un autre 10% qui va à tout ce qui est stratégie, amélioration continue de moi-même, donc les formations que je vais suivre. Tout ce qui est plus designer mon entreprise, donc tu sais, c'est là où je vais faire ma planification annuelle, trimestrielle, suivre mes métriques, par exemple, comme j'ai hâte d'en entendre parler. Fait que ça compte pour un autre 10%. Puis finalement, 30% de mon temps va être alloué à tout ce qui est vente et marketing. Donc, c'est là-dedans que mes TikTok vont rentrer. Puis là, on s'entend qu'on arrive à quelque chose d'assez restreint en termes de temps. Hein. Tu sais, si je parle 20 heures par semaine, 30% de mon temps pour les ventes et marketing, ça veut dire qu'en 6 heures par semaine, je dois rentrer le démarchage que je fais avec mes clients, le service client, mes interactions sur LinkedIn, la création de TikTok, name it. Donc là, on se rend compte que, oh my God, mais justement, je ne peux pas tout faire. Donc, c'est là où je dois m'assurer que chaque processus que je fais dans mon entreprise est optimisé. Donc, tu sais, ma création de contenu, j'ai toute une espèce de règle pour décliner mon contenu, le réutiliser, tu sais, faire l'édition de mes vidéos. Puis tout ça, ben, j'ai pas eu le choix, en fait, de tout processualiser pour être capable de le rentrer dans le temps que je voulais faire. Fait que, tu sais, on décline progressivement ça en actions concrètes au day-to-day. Puis, il me semble qu'il y a une partie de ta question que je n'ai pas tout à fait répondu encore. Bien, ça faisait beaucoup le tour de la majorité des points que je voulais qu'on aborde, mais après ça, c'est, tu sais, le 20 heures, on parle d'un objectif, mais comment tu as fait pour déterminer, c'est quoi les trucs? En fait, toi, tu l'as expliqué un petit peu, ton 20 heures, c'était ton temps le plus productif, mais comment tu fais pour déterminer ton objectif personnel sur le nombre d'heures de travail, puis comment tu fais pour savoir que c'est réalisable, ça? Oui, c'est ça. Puis le tracker aussi, je pense que ça, c'est un élément que tu avais mentionné. Ben, en fait, un élément qui m'a un peu forcé à déterminer ça, c'est le nombre de journées que ma petite est gardée. C'est juste la vie, je veux dire, des fois, j'ai pas le choix de la gérer. Fait que, tu sais, si je combinais ça au moment où je suis le plus productive, c'est par exemple des semaines des journées de 10 heures, je sais que ça fonctionne pas avec moi. Fait qu'il a juste fallu que je me rende à l'évidence que je n'étais pas en mesure de faire plus qu'environ une vingtaine d'heures par semaine. Puis là, tu sais, je dis ça, pour moi, ça, c'est vraiment l'objectif. Si jamais, comme tu vois, ce matin, je me suis réveillée super tôt. Okay, ça m'arrive des fois, honnêtement, à 4 heures, je t'ai réveillée puis je m'endormais plus. Ben, le temps que je vais passer entre 4 heures et le moment où ma petite se lève, c'est un moment golden. Si j'ai envie de travailler puis que ce moment-là n'est pas privé à mon horaire, ben, je vais le faire. Fait que ça arrive des semaines où je travaille un petit peu plus. Maintenant, oui. Tu as dit tantôt que sur ton 20 heures semaine, il y en a 40 où tu livres techniquement de la marchandise pour 50, tes clients. Ouais. 50%? Oui, 50%. OK, donc c'est 10 heures par semaine fois... C'est peu, ouais. Exactement, fois, mettons, une cinquantaine d'heures, ça veut dire techniquement 500 heures par année. Ouais. Si, par exemple, tu voulais faire 150 000 par année de revenus, toi, ça veut donc dire qu'il faudrait que tu billes 300 pièces de l'heure. Ouais. C'est peut-être mathématiquement tout est cohérent, mais peut-être que charger 300 pièces de l'heure pour tes services à toi, c'est juste pas possible. Comment tu fais pour balancer tout ça? Oui, bien, ça nous amène à un point super important, puis j'aime l'appeler le goulot d'étranglement. Fait que dans ce cas-là, quand tu fais ce calcul-là, puis tu te rends compte, mon taux horaire, il ne fonctionne pas, je suis dans la merde, ma business, ça ne fonctionne pas. Avant de penser que tout ne fonctionne pas, on va se calmer, il y a des solutions qui existent. Il y a plein de façons de faire en sorte de ramener l'équivalent de son taux horaire à plus. Puis la première, c'est d'arrêter de charger à l'heure. Il y a des modèles, on reste dans le service, par exemple, il y a des modèles où tu peux productiviser ton offre, je ne sais pas c'est quoi le terme vrai en français, là, mais c'est de structurer ton processus de livraison au client de façon à ce que certaines parties soient préfaites. Fait que, par exemple, en utilisant des templates, si tu fais des sites web, en ayant des questionnaires, moi je sais que je faisais ça. Écoute, j'avais une offre de service productivisée quand je faisais de la recherche et développement, mais j'étais en mesure de structurer certaines parties de mon offre de façon à ce que ça me prenne moins de temps. Puis, vu que ça me prenait moins de temps, ça n'avait pas moins de valeur pour le client. Je pense que vous avez parlé à Alexandra Martel récemment. Sur le podcast. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, Alexandra a une approche de pricer à la valeur, puis elle est contre aussi la facturation à l'heure. Moi, je suis pas fondamentalement contre le tarif à l'heure, mais quand on se rend compte que nos objectifs de qualité de vie ne sont pas cohérents avec un tarif à l'heure parce que justement, on arrive à un 300 pièces de l'heure, bien là, il faut repenser la structure de notre offre de service puis faire du design de service, finalement, de juste repenser dans quelle configuration je peux apporter de la valeur à mes clients pour que ça me prenne moins de temps. Ça reste une réponse que je dirais théorique et applicable pour laquelle j'endosse en passant. C'est la même approche que j'ai toujours utilisée moi aussi. Le seul problème, c'est que
j'avais une certaine crédibilité dans le marché qui me permettait, moi, de dire, écoute, ce produit-là ou ce temps-là, ça vaut 3 000 puis je vais te le livrer la semaine prochaine. Mais parfois, tu as des clients qui disent, OK, 3 000 j'ai ton concurrent qui me bille 125 pièces de l'heure. Tu ne me feras pas à croire que ton projet va prendre 30 heures à se réaliser ou 27 heures à réaliser. Alors, des fois, tu es quand même pogné pour justifier quelque part le temps que ça va prendre versus ton forfait. Et ça devient un peu difficile. J'aimerais ça t'entendre voir sur ces arguments-là. Je sais, Tony, que je prends de la place dans ton entrevue. Désolé, mais c'est trop bon. C'est trop bon ce qu'Hélène Sarah nous raconte. Merci. Déjà, il y a de faire réaliser au client qu'il y a du travail qui a été fait en amont. Puis c'est aussi pour ça que je considère que c'est du travail de production. Donc, quand je prépare mon offre ou je prépare mon template, c'est du temps que je passe d'avance sur le client. Donc, mon client n'a pas uniquement le temps que je passe à partir du moment où il me paye, mais il y a aussi le temps que j'ai pensé à son expérience puis à son produit à lui avant. Puis ça, c'est non négligeable, tu sais. Fait que ça, c'est une partie de la réponse. Puis l'autre partie, c'est d'en démontrer la valeur de ce que tu apportes. Puis c'est sûr que le client peut toujours choisir par aller vers, tu sais, la solution qui est la moins chère, mais quelque chose que j'aime faire, c'est de calculer le retour sur investissement pour le client. Je sais que c'est très difficile à faire dans certains cas, mais je l'ai déjà fait pour justifier. C'est drôle, je l'ai déjà fait pour justifier à un client que ça ne valait pas la peine de m'engager parce que je ne voulais pas y faire perdre de l'argent. Fait que dans le fond, de vraiment calculer c'est quoi l'impact sur ses revenus à lui, mon projet. Puis, par rapport au coût, est-ce que c'est positif ou pas? Il y a quand même différentes façons d'amener la réponse, mais down the road, ton client, si son seul critère, c'est le prix, tu le veux peut-être pas. C'est un bon point. Moi, c'était la conclusion. Puis je te relaisse le micro, Anthony. Moi, je disais à des clients, écoute, si tu ne vois pas la valeur de ce que je t'offre avec le prix que je t'offre, je ne suis peut-être pas le bon fournisseur pour toi. Puis, on n'est pas de mauvais amis pour autant. Je te souhaite bonne chance. Puis, ciao, bye, on passe au prochain. Évidemment, si tu n'en vends jamais, là, c'est un autre problème. Là. Mais il faut choisir aussi ses clients. Puis, effectivement, si ça ne respecte pas tes critères, il faut passer au prochain. Il n'est pas idéal. Tony. Mais ça, j'ai adoré ça, qu'est-ce que tu as dit, Hélène Sarah, mais il y a aussi toute la partie crédibilité que tu bâtis en amont. Tu es très active sur LinkedIn, tu poses tes compétences sur TikTok, que tu crées une crédibilité, puis tu as quand même un statut avec un PhD qui fait que tu as une valeur sur le marché qui justifie tes études. Alors, il y a tout cet aspect-là, mais pour le travailleur autonome qui n'a pas l'aspect études, il peut quand même le valoriser en augmentant ses compétences. On en voit plusieurs sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, qui posent beaucoup de contenu pour valoriser leurs compétences, puis en même temps augmenter leurs tarifs, puis faire des bundles de packaging pour augmenter leurs tarifs horaires. Puis là, on a parlé des objectifs, puis j'aimerais ça qu'on parle de comment que toi, tu fais pour tracker ton temps, parce que pour moi, c'est un énorme défi. C'est beau de dire, je vais travailler 20 heures par semaine, je veux que ça soit le split de telle façon, mais comment tu fais pour tracker ça? Puis, le respecter en plus. Ça prend la discipline de respecter ça. Oui, c'est une bonne question. Je pense que la réponse est un peu en deux temps. Fait que la première, je suis vraiment pourrie pour tracker mon temps en passant. Fait que je ne suis pas nécessairement un cordonnier mal chaussé pour autant. Là, il y a des façons de bypasser, si on veut, le problème. Un exercice que je fais, par exemple, c'est que une fois de temps en temps, pendant au moins 2 semaines, je vais tracker mon temps pour savoir environ il est passé où. Fait que déjà, ça me donne une idée. Ça me permet de me réajuster aux besoins. Est-ce que tu as un outil, Hélène Sarah, que tu utilises pour tracker ton temps? Il y en a des excellents, là, mais je voulais juste savoir si tu en avais un. J'ai utilisé pendant un moment Toggle parce que je pouvais le connecter à mon calendrier. Fait que les gros morceaux qu'il y avait dans mon horaire étaient déjà automatiquement mis, puis ça me facilitait une portion de la vie. Ceci étant dit, je suis vraiment pas bonne pour tracker mon temps. Fait que pour moi, en fait, tracker son temps, c'est une façon de régler le problème après coup. Mon approche, c'est de prévenir le problème avant coup en faisant une planification qui se tient. Là, récemment, ce que j'ai fait, grande nouvelle, je m'en vais en congé de maternité bientôt. Hein, le 2e s'en vient. Puis là, je suis en train de planifier le nombre d'heures que j'ai vraiment disponible, merci, pour ma prochaine année financière. Puis j'étais comme, ouais, ça correspond à, si quelqu'un travaillait 40 heures semaine, là, ça correspondrait à moins de 3 mois de travail. Fait qu'il faut que je m'organise pour que tout fitte. Hein?
Fait que là, dans le fond, je prends ma quantité d'heures totale disponible puis j'essaie vraiment de voir c'est quoi les projets qui rentrent là-dedans, c'est quoi les éléments de création de contenu qui rentrent là-dedans. Parce que je le sais d'avance que justement, créer un TikTok, ça va me prendre X temps. Fait que, tu sais, je fais du reverse planning, si on veut, pour m'assurer que d'avance, tout rentre dedans. Puis je me laisse une certaine marge de manœuvre parce qu'on sait que les bugs techniques, ça arrive, on sait que des imprévus clients, ça arrive. Fait que dans le fond, je m'arrange pour que juste ma planification générale corresponde à mes ressources qui sont disponibles pour bien faire un retour sur ce qu'on disait au départ. Fait que comme ça me permet d'éviter des gros déluges. T'sais, oui, ça peut m'arriver de travailler trop une semaine ou deux, mais en général, parce que tout est déjà canné, je le sais qu'à mettons, à un certain mois donné, je ne pourrais pas prendre d'autres clients. Tout bad, je ne peux pas en prendre d'autres à ce moment-là. C'est juste la réalité, c'est comme ça. Puis ça m'arrive à penser que c'est comme un plan de production manufacturier. Ouais. Quand on voyait en administration gérer une manufacture, on faisait un plan de production, chaque job était planifié. Puis c'est un peu la même affaire avec ton approche manufacturière. C'est 100% mon approche. Pour moi, même si tu es un travailleur autonome, même si tu es dans le service, ton entreprise, c'est une manufacture. Tu es ta matière première, puis tu fabriques des choses. Même si ce que tu fabriques, c'est du conseil, tu le fabriques quand même. Fait que tout est une question de s'assurer que pour tous les éléments que tu veux produire, que ce soit pour tes clients ou pour ton marketing ou pour juste faire rouler ta business, que tu aies assez de ressources qui sont disponibles pour y arriver. Hélène Sarah, je te remercie beaucoup. C'était très instructif, très intéressant. Bien que personnellement, j'avais entendu des fois ce genre d'approche-là et je dois confier que j'ai de la misère, moi, être rigoureux avec la gestion de mon temps. Je suis capable intellectuellement de concevoir ce que tu as raconté, capable même de le mettre en place, mais de le maintenir. De le suivre. J'ai de la misère. La passion à nous, des fois, elle nous fait pas suivre nos affaires. Là. Ouais. Écoute, merci infiniment, Hélène Sarah, de ta contribution.